Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Cette semaine à Info-Témis, la Maison de la famille au Vent-du-Lac voit le jour, bilan de l'année avec la députée Émilise Lessard-Terrien, nouveau service de conseillère d'orientation en pratique privée, préparation de la 15e édition 2.0 pour le Festival des Folies francophones, Sophie Lessard présente son exposition « Je ne suis pas un corps, je suis libre » et un marché de Noël réinventé à Lorrainville. Bonjour et bienvenue à ce dernier bulletin Info-Témis pour l'année 2020. Le Témiscamingue est sur le point de pouvoir compter sur une maison de la famille sur son territoire. En effet, l'Assemblée générale de Fondation s'est tenue le 5 novembre dernier à la Galerie du Rift. La nouvelle maison de la famille au Vent-du-Lac se veut un milieu de vie qui a pour mission d'offrir du soutien et des outils à l'ensemble des membres d'une famille en valorisant l'entraide et le partage. Elle vise à répondre à leurs besoins pour leur permettre d'améliorer leur qualité de vie, indépendamment de leur statut social, de leurs revenus ou de leur origine. Elle souhaite offrir des activités dans les secteurs nord, centre et est du Témiscamingue. Notre journaliste Francis Prudhomme a rejoint virtuellement des responsables de cette maison de la famille au Vent-du-Lac. Une maison de la famille, c'est vraiment un milieu de vie où les familles peuvent échanger entre elles, apprendre, avoir des outils et ce, en valorisant beaucoup l'entraide et le respect. Et on peut avoir accès aux services du maison de la famille, peu importe l'origine ethnique, le statut social ou les revenus, ce qui fait en sorte que ça bâtit un pont autant entre les générations qu'entre les gens de la communauté entre eux. Et comment on fait ça? Bien, ça, c'est par des ateliers, des activités où il va y avoir et de l'information et de l'apprentissage, des activités ou des ateliers qui se donnent aux parents, des fois juste aux mamans, des fois aux parents ensemble, des fois juste aux papas, aux enfants aussi, pour que vraiment tous les membres de la famille, on ait répondu efficacement à leurs besoins afin d'augmenter leur qualité de vie pour qu'ils participent à la communauté et d'avoir une communauté plus saine. Moi, je retiens tout le temps le milieu de vie. Une maison de la famille, c'est un carrefour d'accueil. C'est un lieu où les familles savent qu'ils peuvent être là tout moment, ils vont toujours être bien accueillis, puis qu'il va y avoir un paquet de services différents pour répondre à leurs besoins. Le nom Au Vent-du-Lac, c'est un nom qui est représentatif du Témiscamingue. C'est un nom qui est aussi naturel, organique. Puis au Témiscamingue, à mon avis, on a vraiment un beau territoire, une belle nature à explorer. Mais je sais aussi que le comité provisoire, parce que c'est eux vraiment qui ont décidé du nom de l'organisme, voulait que ce soit aussi un nom qui soit dynamique, puis dynamisme aussi qu'on retrouve dans les couleurs de notre logo aussi, tout comme le côté organique de la terre. On se rassemble ensemble, on se soutient. Il y a une idée qui germe, puis des projets, puis on fait grandir la communauté avec ça. Donc, c'est vraiment comme ça là, que la vision par rapport au nom de l'organisme. Bien, ça part il y a très longtemps. Moi, j'ai des partenaires ici, là, d'autres organismes communautaires, d'autres membres du réseau de la santé qui me disaient qu'il y a 30 ans, on parlait déjà du besoin d'avoir une maison de la famille. Puis, il y a eu, la vie s'est vécue et ça fait qu'aujourd'hui, en 2020, on était prêt à fonder ce nouvel organisme-là. Il y a quelques années, il y a eu le projet La Voix des parents, que je pense qu'il a beaucoup aidé à mettre en lumière puis à ce qu'on se concentre vraiment sur ce besoin-là, parce que la Voix des parents avait réussi à réunir 10-12 parents dans le secteur centre et 10-12 autres dans l'est et au nord, même chose. Puis ce besoin-là d'avoir un lieu de rassemblement est ressorti encore très fort. Fait que là, ça l'a remis le projet de la Maison de la famille sur la map. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand un organisme communautaire démarre, il faut que ça vienne des besoins de la communauté. Donc, la voix des parents a été parfait pour démontrer ce besoin-là, puis démontrer la mobilisation, parce que les parents qui participaient étaient tous bénévoles. Fait qu'il y a eu un mouvement citoyen qui a démarré à partir de la voix des parents. Puis après ça, il y a eu des démarches, entre autres avec Génération, qui recevait des sous d'avenir d'enfants pour essayer de soutenir ces parents-là, essayer de maintenir des activités en place, etc., jusqu'à la formation du comité provisoire que je parlais tantôt, qui avait la responsabilité, toute la paperasse administrative pour démarrer un organisme communautaire, ça a été porté par un comité provisoire jusqu'à la fameuse assemblée de fondation là, qui a eu lieu début novembre. En ce moment, on est vraiment en démarchage. On est au stade embryonnaire vraiment.
il pourrait avoir des ateliers avec des professionnels du milieu de la santé et des services sociaux qui s'adressent aux parents ou aux enfants. Ça pourrait être des activités, parce qu'il y en a déjà eu. L'été passé, il y a eu, dans le fond, une activité au parc du Centenaire. Ça pourrait être une marche entre parents, un café rencontre. La semaine passée, c'était la grande semaine des tout-petits. Puis on était partenaire avec le RIFT Génération, la ville de Ville-Marie, et je crois que je dois en oublier peut-être. Mais on a eu divers partenaires, puis on a pu offrir à des enfants l'opportunité d'aller voir un spectacle de Mélanie Couture qui était merveilleux. Fait qu'il y a plusieurs types de projets, plusieurs types de services qu'on peut offrir. On offre de l'écoute et du soutien aussi aux familles et aux parents. Puis, on peut faire des références aussi vers des services plus spécialisés si on voit qu'on n'est pas nécessairement la bonne ressource pour eux, tout en accompagnant les familles. Ça se fait tout d'abord par des partenariats avec différents organismes de la communauté qui sont déjà existants, qui offrent déjà des services dans certains secteurs d'activité, là, je vais dire. C'est de s'allier avec eux, c'est d'être là sur des tables de concertation. C'est vraiment d'avoir une vie associative très, très active, là, je vais dire, pour pouvoir que d'abord les organismes partenaires puissent nous connaître et après ça, nous, on va se promener là, sur le territoire. Là. Même si le local pignon sur rue serait, admettons, à Ville-Marie, ça ne nous empêcherait pas d'avoir des ententes de location de locaux avec d'autres communautés du secteur centre, du secteur nord et du secteur est afin de réaliser des activités aussi chez eux dans leur communauté. Là. Donc, on va vraiment se promener pour répondre aux besoins du plus grand nombre de familles possibles dans ces 3 secteurs-là. Comme c'est des activités qui sont sporadiques là, en ce moment, là, dans les prochains mois, c'est sûr qu'il y a une programmation d'activités plus officielle qui va se bâtir tranquillement, là, maintenant qu'on a une cohorte d'eau en place. Parce que jusqu'à maintenant, ça reposait sur les épaules de bénévoles. Donc, c'était très sporadique. C'est quand on a du temps, on l'investit pour ça, puis on organise ça. Tandis que là, on veut développer quelque chose de plus régulier. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'avec la COVID, ça demande plus de logistique au niveau des inscriptions puis des places disponibles. Fait que c'est sûr que le meilleur moyen, c'est quand il y a une annonce pour une activité, c'est de prendre contact avec Isabelle. L'idéal, c'est Facebook. Je pense que les jeunes parents, de toute façon, sont presque tous sur Facebook. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment consulter la page Facebook de la Maison de la Famille, cliquer j'aime pour suivre toute la promo des activités qui va s'en venir, puis s'inscrire soit par Messenger ou, tu sais, tout est à faire. Fait qu'on n'a pas de bureau officiel, on n'a pas pignon sur rue, on n'a pas, tu sais, c'est sûr que dans les prochaines années, le nerf de la guerre, ça va être de trouver le financement pour s'établir, se trouver, bon, un local permanent, tout ça. Mais pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va se passer. Ça veut juste dire qu'on va s'organiser différemment. Puis le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est de suivre la page Facebook de la Maison de la Famille au Vent-du-Lac. Dans les dernières semaines, plusieurs dossiers touchant sa circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue ont retenu l'attention de la députée Émilise Lessard-Terrien. Notre journaliste Francis Prudhomme a discuté avec elle de façon virtuelle afin d'en savoir plus sur son analyse de certains sujets. Elle a d'abord abordé son rôle de porte-parole du développement économique régional et ce qu'elle a constaté au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. En tant que porte-parole des régions, du développement économique régional, depuis 2 ans, depuis le début de mon mandat, moi, ce que je constate beaucoup, on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre. En Abitibi-Témiscamingue, c'est un des enjeux majeurs. Pourquoi on a pénurie de main-d'œuvre à ce point-là? C'est qu'on a on a des problèmes au niveau de nos services de garde, manque de places de garderie, manque de logement, il y a des infrastructures de loisirs ou de culture qui ne sont pas assez présentes dans notre région, qui font en sorte qu'il y a des gens qui nous quittent. Et dans le fond, ce qu'on a proposé à travers notre plan qu'on a appelé l'équité territoriale, c'est de profiter de la relance du gouvernement actuel qui s'apprête à injecter énormément d'argent dans l'économie pour le faire de manière équitable pour les régions. Donc, dans le fond, ce que ça veut, l'équité territoriale, c'est d'ajouter des facteurs qui seraient pris en considération quand on analyse des projets. Donc, ça ajouterait une espèce de filtre quand un OBNL ou une municipalité dépose un projet pour n'importe quel programme de subvention. Et là, on pourrait prioriser des projets qui ont une cote plus élevée par rapport à un autre projet pour s'assurer qu'il y ait une répartition équitable des infrastructures sur le territoire. Et ça va peut-être faire en sorte que nos projets vont être priorisés versus
des projets qui seraient déposés dans des secteurs, dans des territoires qui seraient mieux nantis en termes d'infrastructures essentielles. Madame Lessard-Terrien a aussi abordé ses priorités pour l'année 2021, dont particulièrement la crise actuelle au niveau du manque de main-d'œuvre en santé. Il faut vraiment trouver une façon de mettre en commun toutes nos ressources pour pallier à cette crise de main-d'œuvre-là dans le réseau de la santé. Et ça ne dépend pas juste des conditions de travail des infirmières. Oui, il faut absolument agir là-dessus parce que nos infirmières n'ont pas les conditions à la hauteur du travail qu'elles effectuent, mais il faut agir plus largement. C'est pour ça qu'on a demandé, entre autres, la création d'un comité interministériel parce qu'on l'a dit tantôt, c'est bien beau avoir des infirmières, mais si elles ne peuvent pas retourner au travail parce qu'elles n'ont pas de place en garderie pour leurs enfants, on n'est pas plus avancé. Si on n'a pas de logement pour les loger, on n'est pas plus avancé. Si on n'a pas d'infrastructures de loisirs, récréatives ou encore culturelles pour que nos gens s'émancipent dans notre région, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est pour ça qu'on demande la création d'un comité interministériel pour prendre en charge cette crise-là et réunir tous les acteurs qui sont en présence sur le territoire pour mettre en commun les forces qu'ils ont, les solutions qu'ils ont, mais ça prend une instance qui a la légitimité d'asseoir toutes ces personnes-là autour d'une même table pour qu'ils planchent ensemble sur des solutions. Donc ça va vraiment être mon chantier pour 2021 parce qu'il n'y a pas, je veux dire, en Abitibi-Témiscamingue, on a droit aux mêmes services de santé que le reste de la population au Québec. Et en ce moment, nos services s'effritent. Ils sont donnés, oui, parfois d'une autre façon, mais on a droit aux mêmes services qu'ailleurs au Québec. Et ça, moi, j'y tiens mordicus. Ça va être vraiment ma priorité numéro 1 pour 2021. Forte de plusieurs années d'expérience en tant que conseillère d'orientation dans les écoles de l'Abitibi-Témiscamingue, Fanny Couture offre maintenant son expertise à l'ensemble de la population avec son tout nouveau service en pratique privée. Son bureau, situé dans les locaux de Mireille Bourque, notaire à Ville-Marie, est maintenant prêt à recevoir toute personne qui songe à réorienter sa carrière professionnelle ou à un retour aux études. Madame Couture nous confie donc ce qui a motivé son choix de se lancer à son compte, ainsi que la qualité requise pour être une bonne conseillère d'orientation. Ça fait quand même 20 ans que je pratique, et pour un employeur, et des fois en pratique privée aussi. Puis là, mon parcours m'a amené à avoir une fin de contrat qui ne se renouvelait pas. Puis l'intérêt est venu de démarrer cette pratique-là pour voir si répondre aux besoins, puis offrir, dans le fond, mes services à la population en général. Bien, en fait, j'ai travaillé beaucoup, c'est sûr, avec les ados, puis avec la clientèle scolaire dans les écoles secondaires, un peu aussi avec la clientèle au cégep. Mais par différentes autres expériences, j'ai travaillé avec des adultes en réorientation, des adultes aussi qui voulaient choisir une nouvelle formation. Fait que c'est vraiment ce que j'ai mentionné tantôt comme clientèle vraiment de l'école secondaire jusqu'à la retraite. Bien, dans mon parcours, j'ai touché pratiquement à toutes ces clientèles-là aussi à différents niveaux à chaque fois, là, mais puis on s'adapte aussi aux besoins. C'est vraiment une démarche qui est très personnalisée parce que même si deux personnes viennent pour sensiblement le même besoin de faire le point sur leur situation de travail parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, bien, chacun a sa particularité. Fait que c'est vraiment personnalisé aux besoins de chaque personne. Parce que dans le fond, l'orientation, ça nous touche, c'est sûr beaucoup à partir de l'école secondaire, mais dans le fond, tout au long de notre parcours sur le marché du travail et même la retraite. Dans le fond, ça se planifie une retraite. Des fois, on n'a pas développé beaucoup d'autres activités ou d'autres choses, fait que ça peut toucher à tous les niveaux, dans le fond. C'est vraiment n'importe qui, à n'importe quel moment de sa carrière sur le marché du travail. Fait qu'il y a deux possibilités. Il y a une possibilité de faire des rencontres en personne à Ville-Marie. Dans le fond, le bureau que j'utilise est situé dans le bureau de Mireille Bourque, notaire. Mais il y a la possibilité aussi de faire des consultations en ligne. Via des plateformes comme Zoom ou Teams où on peut le faire à distance. C'est sûr que là, l'information, elle se retrouve beaucoup sur la page Facebook, dans le fond, fait que c'est possible d'utiliser cette façon-là, d'entrer en contact avec moi. Mais il y a mon numéro de téléphone aussi, puis mon courriel là, pour pouvoir prendre des rendez-vous. Là. Des fois, prendre des rendez-vous, mais je dirais aussi des fois juste un premier contact pour voir c'est quoi le besoin, puis est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble, puis clarifier. Des fois, les gens ne savent pas trop ce qu'on fait comme conseillère en orientation, fait qu'en appelant,
on peut se parler un peu, puis voir, OK, ben oui, on pourrait se voir, puis je pense que ça serait intéressant, ou des fois, ça peut être de référer à d'autres services si jamais c'est pas le cas aussi, là. L'information que la personne donne n'est pas du tout la même. Fait que le questionnement à avoir n'est pas le même. Avec les ados, ils ont moins de bagages, c'est plus difficile de se positionner sur leur profil, sur leur intérêt, sur leur trait de personnalité. Fait que c'est sûr qu'on questionne plus. On développe des moyens de poser des questions où on utilise un peu des situations de la vie quotidienne à l'école, dans les travaux d'équipe sont comment, dans les sports ou dans des choses comme ça aide. Avec les adultes, ben généralement, le questionnement a besoin d'être moins long pour qu'ils nous donnent du matériel. Fait que c'est souvent plus à ce moment-là pour eux autres de démêler tout ça. Des fois, je dis démêler pour les redémêler parce qu'on sort beaucoup d'infos, fait qu'ils ont bien plus de bagages. Je vais peut-être surprendre les gens parce que des fois, les gens vont penser qu'il faut connaître tous les programmes puis avoir des... Mais on a les outils pour aller fouiller l'information, on ne connaît pas tout ça. Beaucoup d'écoute parce que justement, les gens nous donnent beaucoup de matériel quand ils nous parlent. Pour eux autres, c'est mêlé dans leur tête. Fait il y a quand même... L'écoute, c'est... comme toute consultation, c'est vraiment super important. Puis je dirais qu'il y a une partie aussi d'analyse. Fait il faut beaucoup analyser la situation, ce que la personne nous mentionne pour essayer de l'amener plus loin, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exercice ou comme outil pour avancer dans la démarche puis d'être prêt à se remettre en question aussi. Ça prend de l'humilité aussi quand même. Le vaste éventail de tout ce qui est possible en orientation n'est pas nécessairement connu. Fait que les gens n'hésitent pas à m'écrire ou à me consulter pour voir est-ce que ce besoin-là, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Ça, je pense que c'est le meilleur moyen de clarifier le service. En raison de la COVID-19, le Festival des Folies francophones a dû annuler son édition 2020. Mais bonne nouvelle, le comité de direction dont je fais partie est en train de repenser à une 15e édition 2.0. Nous travaillons sur une programmation qui saura plaire à tous avec des activités habituelles pour l'événement, mais aussi des nouveautés comme mon défi en français. Pour être à l'affût de tout ce qui se déroulera pour la 15e édition 2.0 prévue à la fin avril et début mai 2021, le Festival des Folies francophones vous invite à suivre sa page Facebook. À titre de responsable des communications du festival, voici l'entrevue que j'ai accordée au journaliste de TV Témis, Francis Prudhomme. En fait, c'est ma deuxième année dans l'organisation du Festival des Folies francophones. Ça fait 3 ans que je demeure du côté du Témiscamingue ontarien, donc c'est certain que le fait francophone, le fait français, c'était quelque chose de très important pour moi, pour ma famille aussi. Donc, je cherchais une façon de m'impliquer pour ça et le Festival des Folies francophones, ça allait de soi, en fait, pour faire grandir encore plus le fait qu'on peut faire des activités en français puis en ayant du plaisir. La 15e édition devait avoir lieu en 2020. Est arrivée la pandémie de COVID-19, donc on a dû, comme la plupart des organisations, annuler cette édition-ci. Et là, on est en train de préparer la 15e édition, mais 2.0. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle pour l'an prochain, en 2021. Ça va avoir lieu les 28, 29, 30 avril et 1er 2 mai 2021. Pour l'instant, le comité de direction, on a statué en fait une liste d'activités qui pourraient avoir lieu lors de cette édition-là. C'est certain que tout l'ouvrage par rapport à ça, par rapport à la façon de se réinventer, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on a statué que les ateliers scolaires vont revenir l'année prochaine. La chasse franco-extrême aussi pour les plus grands dans les écoles, c'est quelque chose qui est toujours très, très populaire pour les plus grands. La pièce de théâtre aussi, on veut l'avoir encore pour l'année prochaine. Journée en famille, journée du bel âge, l'activité aussi de la guerre des clans, c'est toujours populaire. Soirée canadienne. Peut-être quelque chose de nouveau cette année aussi avec plus d'un groupe lors de la soirée. Donc, c'est peut-être une façon de se réinventer. Présentement, on prépare toutes ces activités-là en ayant en tête les règles sanitaires présentement en cours, en vigueur. Mais c'est certain qu'il faut avoir un plan B, un plan C parce que ces règles-là peuvent changer d'ici à la fin du mois d'avril 2021. Donc, oui, on est tributaire de ce qui va se passer au niveau des règles sanitaires. Donc, on espère qu'on pourra offrir cette 15e édition 2.0 comme on veut bien la proposer ou l'offrir, mais il faut attendre au mois d'avril pour vraiment avoir les décisions finales.
Tout le monde peut trouver son compte, son plaisir à venir participer au Festival des Folies francophones. Donc, c'est vraiment un rendez-vous les 28, 29, 30 avril 2021 et 1er et 2 mai. Donc, on fait ça se chevaucher sur les 2 mois. C'est un rendez-vous, c'est une invitation qu'on vous fait. Et surveillez la page Facebook du Festival des Folies francophones parce que là-dessus, on va vous donner au fur et à mesure... par rapport, par exemple, au niveau des règles sanitaires, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux changements dans les activités. Donc, il faut surveiller la page Facebook. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir s'impliquer, on recherche des membres actifs aussi au comité de direction. Donc, si vous avez envie de faire votre part pour le festival, bien, vous n'avez qu'à communiquer avec un des membres ou encore via la page Facebook du festival pour pouvoir nous donner des heures ou encore votre implication dans le comité de direction. Mais dans les dernières semaines, le Festival des Folies francophones a participé à la mise en place du spectacle de LGS, le groupe Swing. Donc, on a collaboré pour que ce spectacle-là puisse avoir lieu du côté de Ville-Marie. Et c'est le genre de choses que l'on veut faire aussi pour faire entendre parler, en fait, du festival tout au long de l'année. Donc, surveillez nos activités au cours des prochaines semaines. Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient, entre autres pour le temps des fêtes. C'est en pourparlers pour le moment. Je ne peux pas en dire plus, mais... à surveiller, en tout cas, pour ces petites activités comme impromptues avant l'événement comme tel là, de la fin du mois d'avril 2021. Au niveau de l'historique, malheureusement, je n'ai pas vraiment d'histoire à te raconter parce que c'est ma 2e année d'implication et la première année, il n'a pas eu lieu. Donc, c'est un peu difficile pour moi de te parler des dernières années, mais c'est toujours un festival qui est super apprécié et ce, autant du côté ontarien que même du côté québécois parce que ce sont des activités en français pour prouver qu'on peut s'amuser en français, avoir du fun, en fait, en français, les folies francophones. La Témiscamienne d'adoption Sophie Lessard fait partie des artistes sélectionnés pour la plus récente exposition présentée à la Galerie du Rift de Ville-Marie. Dans cette exposition baptisée « Je ne suis pas un corps, je suis libre », Madame Lessard aborde entre autres la notion de liberté. Elle utilise la technique du cadavre exquis. L'artiste récolte les poèmes d'hommes et de femmes qui écrivent des mots ou des phrases autour de la thématique du corps. À partir de ces textes décousus mais pleins de richesse, l'artiste réalise des pièces en bas-relief en assemblant divers matériaux bruts comme du métal rouillé, des tissus, de la cire d'abeille. L'exposition est présentée jusqu'au 17 janvier 2021. Nous avons rencontré l'artiste Sophie Lessard. J'ai un parcours qui peut sembler un peu éclaté, là, dans le sens où moi, je suis allée en arts plastiques au cégep. À l'université, je suis allée en enseignement des arts. Je voulais m'en aller en art-thérapie. Mais l'enseignement des arts, quand je suis arrivée au stage, j'avais à peu près autour de 21 ans, puis les premiers petits stages que j'ai eus me rebutaient beaucoup. Et je peux dire en bon québécois, j'ai choqué au stage, j'ai lâché. Puis après ça, ce que j'ai fait, bien, je suis allée étudier en mode, pardon. Il y avait quelque chose dans la mode. J'ai travaillé dans le milieu de la mode avec un designer ISO. C'est un milieu qui est très difficile, par exemple. Je fais ça 2 ans. Je me suis dit, oh, je ne serai pas designer. J'étais assistante designer, c'était bien correct, mais c'est pas un milieu qui m'a attirée. Puis j'avais l'intention, depuis cet été, je me dis, bien là, je vais me lancer dans les arts. J'ai envie de mettre ça plus en avant. J'en ai besoin, ça me manque, là. C'est vraiment quand on le laisse de côté trop longtemps que... Je pense qu'aussi le fait d'avoir été dans l'enseignement, ça prend beaucoup la tête, il y a beaucoup de charge mentale, tandis que là, c'est comme une transposition, tu es plus dans l'action. Mon concept, je pars souvent d'un thème qui était « Je ne suis pas un corps, je suis libre », puis moi, je me questionne beaucoup dans tout ce qui est interrelation humaine, dans tout ce qui se passe dans nos têtes, tout ce qui bloque le lien, en fait. Qu'est-ce qui fait que si on s'attache moins à cette identité-là, « Je suis Sophie, je suis ça », avec tout ton bagage, ton historique, puis l'autre, c'est ci, puis ça, si on efface tout ça, puis on rentre dans ce lien-là, qu'est-ce qui se dégage de ça? Fait que pour faire cette expo-là, moi, je voulais travailler avec des gens, puis j'aime beaucoup la poésie. Les mots m'interpellent beaucoup, fait que je voulais faire des cadavres esquis. Donc, j'ai fait appel à plusieurs personnes, donc j'en ai eu 46 en tout qui ont répondu. Puis, ils devaient partir de 3 mots qui venaient spontanément au début, en disant le thème. Là, ils faisaient « OK, c'est ces 3 mots-là qui m'inspirent ». Puis après ça, ils les incluaient dans leurs 2 phrases. Puis là, j'ai fait passer ça à tout le monde. Et ça donnait des... Tu sais, les cadavres esquis, c'est des poésies un peu plus décousues, mais qui viennent du surréalisme. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça l'amène des images. Puis, je ne serais probablement pas allée dans cette voie-là, là, si j'étais restée juste avec moi. Fait que ça m'oblige de sortir de mon confort puis d'explorer des imageries ou une poésie ou une façon de voir le thème que moi,
porte moins peut-être, mais qu'en même temps, oui, mais que je ne l'aurais pas exprimé de cette façon-là nécessairement. Bien, écoute, moi, je pensais que je serais super stressée parce que, tu sais, tu t'exposes, donc, puis j'ai toujours eu un peu cette crainte-là de s'exposer. Tu sais, j'aime bien être anonyme, mais là, depuis que je suis au Témis, on n'est pas trop anonyme, mais bon, le Témis me permet d'ouvrir à plus grand aussi, là. À Montréal, j'aurais jamais été exposée, là, ça, c'est clair. Moi, je n'étais pas stressée. J'étais calme, puis il y avait beaucoup de monde, puis les commentaires ont été vraiment intéressants. Les gens étaient étonnés. Je pense que c'est ça, puis ça les a... Puis les matières que j'utilise aussi, c'est quasiment de la sculpture murale, là, mais le bas-relief, tout ça, j'aime ça coller les choses. Fait que je pense que ça l'a interpellé plusieurs aussi. Mais les matières, le bleu, l'espèce de côté poétique aussi de la chose, puis je leur disais, restez pas accrochés au texte, même lisez-le pas au début, regardez ce que ça vous crée. Tu peux lire le texte, tu peux créer toi-même ta propre poésie. Moi, je suis pas attachée à ce que ça soit fermé, là. Fait que oui, ça a été... j'étais calme, j'étais fière, il y avait une espèce de... On dirait c'est un accomplissement, en fait. Mais écoute, c'est ouvert, là, j'ai envie de continuer à créer, puis on verra la suite, là, pour l'instant. Je vais le proposer à d'autres centres d'exposition au Témiscamingue, puis on verra où est-ce que ça va, où est-ce que ça voyage. Je pense que je vais me laisser surprendre. C'est le 21 novembre dernier qu'avait lieu le marché de Noël de Lorrainville sous une toute nouvelle formule. En effet, COVID-19 oblige, cette année, ce sont plutôt les commerces de la municipalité qui ont accueilli exposants et visiteurs au lieu du traditionnel centre Richelieu, comme dans les années antérieures. Le tout a été baptisé sur la route des artisans. Une quarantaine d'exposants ont répondu à l'invitation du comité organisateur. Des petits lutins veillaient à l'application des mesures sanitaires à l'entrée de chacun des commerces participants. De plus, une ambiance festive régnait dans le village alors qu'une musique de Noël pouvait être entendue aux quatre coins de la municipalité. Nous avons rencontré à ce sujet Simon Gélina, membre du comité événementiel de Lorrainville. Dans le fond, la formule qui a été mise en place cette année a été justement de pouvoir installer des exposants un peu partout dans tous les commerces de la municipalité de Lorrainville. En année COVID, on n'avait pas le choix, dans le fond, de faire cette alternative-là. Alors, on a sorti du centre Richelieu pour pouvoir faire cette formule-là. Oui, on avait 40 exposants dans la municipalité, dans 11 stations différentes. Les commerçants ont embarqué à pieds joints dans cette aventure-là parce franchement, on y a quand même pensé là, dans le dernier mois de dire qu'est-ce qu'on fait là? On continue pas? Quelle formule on va adopter? Puis notre désir était vraiment d'offrir aux gens de pouvoir se procurer des choses locaux pour les cadeaux de Noël. Je te dirais que cette année, on était quand même assez content d'avoir plusieurs nouveautés. On avait, je vous dirais, une dizaine d'exposants qui se rajoutaient, qui étaient nouveaux. On avait des coups de cœur qui se sont ajoutés. On a fait comme « Wow, c'est vraiment original, c'est très beau ». Si je peux prendre comme exemple M. Raymond Loisel de Kipawa avec des lampes faites en tuyaux de PVC avec des découpures de forme à l'intérieur. Sur les tuyaux, c'était vraiment, vraiment de toute beauté. Mais vraiment, tous les exposants avaient vraiment de beaux produits à offrir cette année. Le bilan, je pense qu'il est vraiment positif. Écoute, le comité s'est déjà assis là, à pouvoir faire un petit peu un brainstorming, un retour là-dessus. Puis, dans le fond, oui, tout est positif. Les gens ont aimé la formule. Si on regarde les commentaires des gens, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous écrivent, les gens aimeraient vraiment qu'on adopte cette formule-là pour les prochaines années. Tout ce qui était festif autour de ça, la magie de Noël dans la municipalité, la musique qui jouait dans le village, je pense que vraiment, les gens appréciaient. Puis cette année, je dirais que l'ambiance, c'était vraiment ça. On ne pouvait pas en faire plus parce qu'on ne pouvait pas créer des événements pour faire des attroupements de gens dans les rues. Fait qu'on ne pouvait pas faire ça. Fait qu'on fallait vraiment y aller au minimum. Mais c'est comme je te dis, l'année prochaine, si on peut se le permettre, c'est sûr qu'on va pouvoir enjoliver la chose encore plus puis mettre la magie des fêtes là, présentes à son maximum dans les rues de Lorrainville. Voilà ce qui complète Infotémis pour cette semaine et aussi pour cette année 2020. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et une nouvelle année en santé. À l'an prochain!